Avec lequel on a déjà eu une pratique de taille hier et on a discuté déjà un peu avec lui. Donc je ne le représente peut-être pas. Donc on va partir sur 45 minutes. Je vais baisser un peu la luminosité pour qu'on voit mieux. 45 minutes de temps de parole. Non, c'est baisser l'écran, il est un peu... On va baisser les bases. Ça c'est compliqué, baisser l'écran. À mon avis, il n'est pas... il ne bouge pas. Plutôt, hein. Ah, de l'écran? Oui. Ah, d'accord. Je ne vois pas la souris. C'est horrible. Quoi? Revenir. Oui, mais j'arrive. Ah oui, mais elle arrive. Donc c'était quoi? Non, pas rotation, pas de douleur. Mais ça change rien. Hein. Ouais, non, ça change pas grand-chose. Éventuellement, éjecte le disque dur et je le mets peut-être sur le mien, ça va le faire. C'est bon. Ah oui, ça vaut mieux. Salut Charles. Bonjour. Bien dormi? Très bien. Très très bien. Toi, tu sors de ton lit. Oui, Toi, oui. J'ai eu le temps d'aller voir me faire rembourser. Quand même, donc tout va bien. Compiègne. Et moi, j'ai fait Boïda d'abord. J'ai fait Boïda, après Compiègne. Compiègne, et puis le petit, ouais, celui-ci. Voilà, parfait. Ok, bon bah on a pris du coup 5 minutes de retard, donc on va finir les 5 minutes de retard. Voilà, après c'est parti pour 45 minutes, comme ça.
Bon. Non. Voilà, très bien. Bon, on va essayer de faire tenir tout ce que je vous dis en 3 heures. Donc ça, on va aller relativement vite. Ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'au bout, parce que c'est un processus de pensée un peu complexe et qui doit être décomposé. Donc, j'ai pas voulu faire quelque chose de raccourci, et à la limite, ça forcera éventuellement Chloé et Charles de m'inviter une prochaine fois. Alors, on va commencer. Tac, tac. C'est quel bouton? Ouais, les flèches, essaye. Les flèches ne veulent pas. Bon, après, moi, je suis pas sûre que mon truc soit plus... Ah. Il faut faire quoi alors? Il faut que j'aille sur l'image? Voilà, je clique comme ça sur l'image. D'accord. Donc là, on va, au lieu d'avoir une réflexion d'office sur ce qu'est un objet, on regarde un peu ce qui se passe sur le temps très très long, puisqu'on a la chance de travailler sur 3 millions d'années, voire un peu plus. Et on va, en fin de compte, faire des observations, je veux dire, toutes simples. Donc, et j'aime bien le mot étonnement, parce que c'est des choses c'est ces étonnements qui vont nous amener un peu à formuler des questions. Donc quand on regarde ces objets-là, on voit qu'il y a une espèce de très grande diversité de par le monde, et qu'on a affaire à des formes différentes. Un autre étonnement, c'est que quand on fait intervenir la notion donc de temps, on va pouvoir ordonner ces éléments, mais à la condition qu'on les prenne dans un même lieu. C'est-à-dire que dans un même lieu, on peut mettre ces éléments dans un ordre chronologique, et cet ordre chronologique, il est quelque part immuable. On ne peut pas mettre cet objet-là ici, ou cet objet-là ici, ou cet objet-là ici. On peut avoir des résurgences d'objets, mais à ce moment-là, on tombe dans l'histoire spécifique d'un lieu. Mais autrement, sur le temps long, ça va s'ordonner comme ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on va dans un autre lieu, et là, c'est celui de l'Asie de l'Est, alors qu'au préalable, c'était celui du pourtour méditerranéen, on va retrouver des éléments qui vont se succéder aussi. Ce sont des éléments différents de ce que l'on a vu précédemment, mais on va retrouver donc une succession dans le temps de ces éléments-là. Autre étonnement, c'est que quand on prend une silhouette, je ne parle pas d'outils, hein, quand on prend une silhouette, on va se rendre compte qu'à travers le temps, on va voir des différences, non pas en termes de silhouette, mais des différences en termes globalement, de mise en place de ces silhouettes. Et quand on prend les termes des anciens, je veux dire des anciens archéologues, il est extrêmement intéressant parce que de façon naïve, il disait que ça, c'était un biface archaïque, et ça, il disait que c'est un biface évolué. Et d'ailleurs, le caractère évolué devenait un facteur chronologique, et le caractère archaïque devenait un facteur aussi, donc, qui marquait le temps. Mais ce qu'on va retenir, nous, c'est que ces formes techniques, cette même silhouette réalisée techniquement de façon différente, va s'opérer dans le temps. Et avec toujours le dicton classique, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais ça associé à ça. Par contre, on peut trouver ça associé à chacune des étapes, mais donc associé avec ce type de pièce. Autre étonnement, c'est que
quand on compare l'Afrique de l'Est et l'Europe de l'Ouest, par exemple, on va, si on prend cette lignée d'objets, on va retrouver cette évolution, ce que j'appelle cycle de transformation. On va le retrouver aussi bien en Afrique de l'Est qu'en Europe de l'Ouest. Et si je n'ai pas fait de contact de tâche, c'est qu'effectivement j'aurais pu mettre une autre tâche ici au Proche-Orient, qui peut-être est en contact avec celle-ci, mais ce dont on est sûr, c'est qu'entre le Proche-Orient et l'Europe, il n'y a pas de contact. Donc, puisque ces pièces, ces lignées d'objets sont strictement absentes ici, en intermédiaire. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les cycles de transformation sont toujours identiques d'une région à l'autre. Il y en a qui écrivent. Par rapport à la discussion de ce matin, je préférais le crayon, ça fait moins de bruit quand même. Ce qui est aussi extrêmement surprenant, c'est quand on reprend ces deux lignées, ces deux cycles de transformation pour ce type d'objet, ces types de silhouettes, en Afrique et là en Europe, on voit que là, alors j'ai utilisé le terme biface primitif, c'est uniquement pour marquer la chose, hein, on ne parle pas en ces termes-là. Mais si je dis biface primitif, biface accueilli, biface évolué, c'est pour vous montrer qu'il y a une transformation technique. On va d'abord se rendre compte qu'en termes d'histoire de chacune des lignées, la temporalité de l'histoire pour l'Afrique est très longue, et avec arrivé à un stade évolutif à 800 000, il va perdurer pratiquement jusqu'à 300 000. Donc on voit qu'il y a une histoire particulière, je veux dire, il ne suffit pas de dire ça dure tant, il y a une rythmicité, il y a des périodisations dans ces histoires-là. Et quand on compare donc avec l'Europe, aux surprises, on voit démarrer ces bifaces primitives vers 600 000 ans, et il va avoir une évolution relativement rapide, donc son cycle de transformation va être beaucoup plus rapide qu'au Proche-Orient, qu'en Afrique. Et regardez, c'est que s'il y avait contact, a priori, on devrait évoluer au lieu de trouver du primitif. Et s'il y a contact, si cette idée-là vient de là, il faudrait s'interroger alors pourquoi il y a une régression technique, alors que théoriquement, quand il y a migration, ça veut dire qu'a priori, on pose comme principe que c'est la technique est suffisamment et permet cette migration. Donc là, on aurait l'effet inverse, c'est-à-dire que la migration entraînerait un effet, je dirais, régressif, ce qui est relativement anachronique. Ce qui est un autre étonnement, c'est que lorsque l'on prend chacune de ces cycles de transformation et qu'on essaye d'y mettre des individus, on se rend compte qu'on est sur une période, je dirais, où on a une multiplicité d'individus potentiels. Et donc de façon générale, on se rend compte que si on prend par exemple l'homme de Néandertal ou l'Homo sapiens, on est tous convaincus qu'a priori, ils ont des capacités cérébrales, en tout cas en termes de capacité, pas cognitive, mais quantitative, il y a des différences avec l'Homo habilis ou l'Homo erectus antécessor. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas d'adéquation entre un type d'objet et ce type d'objet et un type humain bien précis. Bon, là j'ai fait un peu de façon cartésienne, ça égale ça, mais en fin de compte j'aurais pu mettre qu'on trouve aussi de ça avec ça, et de ça avec ça. Je veux dire, c'est pas aussi simple. Disons, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas, dans cet objet, dans cette silhouette-là, elle a été fabriquée par différents types d'individus. Et il y a certes, il y a une évolution des individus, parce que ça on le voit, et il y a une évolution en parallèle des objets, mais il n'y a pas d'adéquation entre un type d'individu et un type d'objet.
hein. Je veux dire, il n'y a pas d'équation entre ça et ça. Ça, on va le retrouver fait par ça, ça, on peut le retrouver fait par ça, ça, on peut le retrouver fait par ça, voilà. Il y a des croisements qui vont s'opérer. Donc il y a différentes échelles d'analyse, mais les lignées humaines sont très diverses, alors que l'objet, lui, sera strictement le même. Je dis bien l'objet, hein, je ne parle pas de l'outil, hein. La silhouette, ce que l'on perçoit. Un autre étonnement, c'est que quand on va prendre le temps long de la préhistoire, c'est-à-dire 3 millions d'années, de façon très générale, hein, de façon très globale, on va se rendre compte que notre lignée, notre cycle de transformation qu'on suit sur ce type de pièce, va représenter un moment de l'histoire, et qu'il y a quelque chose d'autre avant, quelque chose d'autre après, et on va se rendre compte que c'est dans cette catégorie-là, on va avoir un cycle de transformation, et dans cette catégorie-là, on va avoir un autre cycle de transformation. Donc on va avoir des lignées successives qui vont apparaître, chacun présentant des cycles de transformation spécifiques. Donc cet objet-là va suivre donc ce qu'on appellera du façonnage, mais on reviendra dessus. Et mais toujours avec la loi de qui peut plus, peut le moins, c'est que certains de ces objets-là peuvent se retrouver à ces différents stades. Mais on ne retrouvera jamais ça avec ça. Quand on sera là, on peut retrouver ça là, mais on ne peut pas retrouver ça là. Vous voyez, il y a donc des ordres qui apparaissent. Et j'ai toujours pas parlé de la fonction de l'objet. Je parle uniquement de silhouettes bien spécifiques. Ça, c'est donc ce qu'on a pu observer sur le temps très très long. Maintenant, sur le temps de l'histoire, sur un temps beaucoup plus court. Quand on s'amuse à comparer la lignée donc, de ces objets, qu'on appellera la lignée bifaciale, quand on va l'observer en Afrique, on va retrouver globalement tous les cycles de transformation en Afrique. Quand on s'intéresse à la lignée bifaciale en Asie de l'Est, c'est-à-dire à partir de la Thaïlande, la Birmanie, voire même l'Inde, on peut introduire l'Inde, on va se rendre compte que les formes archaïques se retrouvent vers 1 million d'années, qu'on a un début d'évolution classique de la lignée et que la lignée est stoppée, c'est-à-dire que l'objet va perdurer, mais son cycle de transformation est complètement arrêté. Et qu'on va donc reproduire la même silhouette avec le même niveau technique. Donc vous voyez, il se passe quelque chose à l'intérieur même des lignées. Donc ça ne veut pas dire qu'une idée technique va diffuser, mais à partir de là, l'histoire, c'est-à-dire l'intervention de l'homme dans le devenir de cette lignée, va être relativement importante. Là, j'ai pris un cas de figure qui correspond au site d'Oumedlel que nous avons fouillé. Mais donc ça, voilà, c'est le cycle de transformation, c'est la succession de lignées avec dans chaque lignée un cycle de transformation. Donc c'est ce qu'on observe sur le temps très très long dans toutes les lignées. Et dès qu'on introduit à ce moment-là un site, donc un lieu particulier, avec des événements, donc quand on travaille sur une couche archéologique et une succession de couches archéologiques, on va se rendre compte que dans la lignée A, on va retrouver que les deux stades. Ici, c'est des stades intermédiaires. Là, c'est le stade final. Et là, par exemple, c'est la totalité des stades. Et donc, cette façon de percevoir va automatiquement nous faire poser la question, que sont devenus les autres stades ? Puisqu'on ne peut pas passer globalement du 2 au 1 d'une autre lignée. A priori, sur cette modélisation, on doit passer des étapes successives. Donc ça nous renvoie à la fonction du site, ça nous renvoie à l'enregistrement du site. Ça veut peut-être tout simplement dire que ces populations-là sont parties et que l'évolution s'est déroulée ailleurs, que celles-ci, c'est des individus qui avaient un cycle d'évolution, qui se sont retrouvés, je dirais,
venir ici à un stade évolutif, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, non pas que ça nous donne la solution, mais ça nous permet donc de poser effectivement des questions et d'interroger différemment l'évolution technique sur à la fois sur le temps historique, mais il nous fallait bien une modélisation qui est une modélisation, je dirais, pas de l'esprit, attention, hein, ce niveau supérieur, c'est pas celle de l'esprit, c'est pas un matin en me rasant, c'est simplement une observation sur l'ensemble des continents et sur 3 millions d'années. À partir de là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces étonnements qui n'ont pas été formulés de cette façon-là par Laurent-Gourhan ni par Simondon, néanmoins, on retrouve chez ces auteurs une similarité avec des termes différents. Je pense que chez Laurent-Gourhan, ces étonnements successifs, ces cycles d'évolution peuvent être utilisés. C'est ce qu'on trouve dans la notion de tendance. Et chez Simondon, c'est ce qu'on peut appeler avec le processus de concrétisation. Bon, je ne reviens pas sur l'adaptation. Alors, ce qui est intéressant chez Laurent-Gourhan, la tendance est un concept classificatoire logique. Alors ça, ce classificatoire, c'est fondamental chez Laurent-Gourhan. C'est que vraiment, il y a une notion, il y a une dimension, je dirais, très naturaliste, entre guillemets, qui est d'ordonner dans le temps des événements pour s'en servir, pour repérer effectivement des stades. C'est un peu comme le processus de paléontologie, quand on fait des classifications d'espèces paléontologiques, c'est-à-dire en dehors du biologique, en fonction d'un certain nombre de caractères, mise en ordre des documents. Ça, c'était vraiment la priorité, je veux dire, dans le milieu du XXe siècle, parce qu'il y a d'autres auteurs, comme François Borde, où leur leitmotiv, c'était d'arriver à sortir de l'espèce de marché anarchique où chaque chercheur donnait un nom à un objet, donc de vouloir absolument les classer dans le temps et dans l'espace. Et là, on voit intervenir une des notions fondamentales de Laurent-Gourhan, c'est la notion du geste, sera adapté en équation avec les propriétés de la matière première, d'œuvre travaillée, et plus l'outil sera dit, et plus l'outil sera dit évoluer. Et donc là, c'est un des points de désaccord qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, l'adéquation, la meilleure adéquation avec l'environnement et avec la matière d'œuvre, donc avec le milieu extérieur de Laurent-Gourhan, plus l'outil sera dit évoluer. Là, c'est enlever à l'objet sa capacité, son pouvoir ou son potentiel de transformation. En tout cas, ne pas l'aborder de cette façon-là. Et puis bon, sur Simondon, j'imagine que vous connaissez aussi bien, voire mieux que moi, ce qu'il a pu dire, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais on va voir que, évidemment, moi je vais m'appuyer sur ce qu'a dit Simondon, et c'est lui qui va être le plus heuristique pour moi. Je reviens un peu sur Laurent-Gourhan. La notion de lignée à Laurent-Gourhan, elle évolue, elle part effectivement sur le geste et alors, les outils à tailler le bois. Le mot tailler est intéressant et très important. Il ne faut pas y voir couper, il faut y voir tailler, c'est-à-dire une percussion perpendiculaire. Mais ça, ce n'est pas Laurent-Gourhan qui le dit, ça c'est plutôt les techniciens qui le disent. C'est à chaque fois une action qui est transversale par rapport au couteau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il repère le geste, et qui est totalement juste. On peut introduire ces différents gestes dans une lignée, mais ce qui va être intéressant, c'est de faire une espèce de focus sur le caractère pénétrant de la partie de l'outil et de la partie maintenue qui va effectivement être fondamentale. Bon, autrement, c'est ce qu'il avait dit avec une évolution dans le temps. Donc c'était ça, sa notion de tendance qui va effectivement apparaître. Il a après développé un schéma absolument célèbre qui est celui-ci. Alors ça, c'est couper, on n'est plus dans tailler, c'est un élément important. Et
voilà l'analogie qu'il va faire. Et donc, c'est un schéma absolument célèbre et qui a trompé, je veux dire, c'est le schéma le plus trompeur, parce qu'il montre une espèce de phylogénie, une espèce de lien entre les différents éléments, mais on va se rendre compte que, mis à part le geste de couper, effectivement, tous ces gestes introduisent sont des gestes qui servent à couper, mais on ne peut pas les mettre dans les mêmes lignées, dans la même lignée, parce que ce ne sont pas les mêmes outils. Et ça, on verra effectivement les limites. Alors, on va commencer à aborder là un autre point en disant que cette idée présuppose que la fonction et le fonctionnement de chacun de ces objets soient connus et qu'ils appartiennent à notre mémoire collective technique. Ça, c'est la première réflexion épistémologique que l'on peut faire. Comment peut-on se permettre de mettre ces objets-là dans une même lignée alors que nous n'en avons, pour la plupart d'entre eux, absolument pas la mémoire. Donc, on tombe dans le piège que ce qui est, c'est ce qui doit être. On n'est pas dans ce qui est, on est dans ce qui doit être. Et on introduit dans ça ce qui est, ce qui doit être. Donc là, c'est le problème de la préhistoire. Et en préconisant que l'objet de l'analyse technologique, c'est le geste opératoire et non l'outil, on induit faussement l'existence d'une connaissance universelle capable de rendre compte de n'importe lequel des outils. Ce qui est absolument faux, évidemment. Et ça a été magistralement démontré lors d'une thèse il y a une trentaine d'années, où, grâce au développement de la tracéologie, c'est-à-dire que si vous coupez avec un couteau du bois ou de la viande, vous avez un micropoli spécifique des matières travaillées, et qui donc atteste de la différence d'utilisation de fonctions, et on s'est rendu compte qu'un même objet comme celui-ci, si on le prend uniquement à travers sa silhouette, certains auront travaillé le bois, d'autres travaillé l'os, la peau, tout ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez très bien à ce moment-là me dire, ah oui, mais alors à ce moment-là, ces outils polyvalents et qu'ils servent globalement à faire plein de choses, et c'est absolument génial. Or, ça pose l'autre question, c'est est-ce qu'effectivement la perception qu'on a de l'objet n'est pas trop globale et que nous n'avons pas les outils pour rentrer dans cette mémoire épigénétique, comme dirait Stigler, épiphylogénétique, et qui effectivement ne se donne pas à voir de cette façon-là, et que donc nos méthodes d'investigation sont fausses, fausses en tout cas insuffisantes. Et puis une phrase absolument célèbre de Simondon, qui, je dois avouer, m'a conforté, c'est qu'à aucune structure fixe ne correspond à un usage défini, et un même résultat peut être obtenu à partir de fonctionnements et de structures différentes. Là, c'est rédhibitoire. Ça confirmait effectivement les observations que l'on faisait, et ça confirmait le biais de l'observation lorragouranienne. Quand je suis critique dans un sens historique. Hein. C'est que je peux effectivement me permettre de dire ça parce qu'il y a eu ça avant. Qu'on soit bien clair. Donc ce n'est pas des critiques, c'est une espèce on essaye de poursuivre la pensée avec des outils différents. Et donc on tombe sur le problème classique de la mémoire. De la mémoire. Donc de quelle mémoire parlons-nous ? Et là, on va faire quelque chose d'extrêmement simple, c'est que si je vous montre cet objet, évidemment cet objet a un sens pour vous. Vous savez immédiatement l'utiliser. Et vous savez que cet objet, donc que la réalité de cet objet n'existe qu'à travers son mouvement, et vous avez donc la connaissance pour pouvoir l'utiliser. Vous avez aussi que ces objets, vous pouvez l'utiliser de façon dans des contextes particuliers. Donc l'action est située dans un temps précis et dans un espace précis. Si vous voulez faire une lettre d'embauche, comment dire, vous allez prendre, on disait l'expression, vous allez prendre votre plus belle plume.
Donc voilà, si vous voulez un brouillon, avec beaucoup travailler un texte, prenez un crayon noir. En tout cas, c'est ce que je fais. Vous maintenant, comment vous faites pour revenir? Vous êtes, je veux dire, c'est la prise de notes immédiate. Moi, je sais, je barrais, je mettais des trucs comme ça. On n'a plus la liberté de la page. Bon, bref, ça c'est notre débat. Vous connaissez la finalité de l'action qui est de laisser, effectivement, la finalité de cet objet, c'est de laisser une trace sur un papier. Donc ça, vous le savez. Et la finalité de cette trace, elle, effectivement, c'est de livrer une information. Parce que vous ne faites pas ça pour produire une trace uniquement, mais pour informer. On pourrait donc reprendre le schéma de Bergson, que j'aime beaucoup, qui vous dit que l'objet, le stylo, il est là, il se situe dans un espace-temps bien précis, mais qu'il est effectivement porteur d'une information. Et là, alors celle du sujet, alors bon, dans le schéma de Bergson, c'est plus l'individu, mais donc il y a une temporalité, mais qui est celle de l'individu, tandis que je préfère l'expression de Stigler avec épiphylogénétique, c'est-à-dire qu'avec une profondeur temporelle, surtout le caractère phylogénétique, qui est absolument fondamental. Donc, en fin de compte, un objet, ce stylo, en plus, il est associé à d'autres objets. Il n'est pas seul, donc le sens du stylo, si vous n'avez pas de papier, globalement, ça c'est une association obligatoire, en tout cas un support pour laisser la trace, parce que l'objet ne laisse pas, n'est pas une trace en lui, il laisse une trace, et il peut y être associé un certain nombre d'éléments qui sont liés à des situations. On peut donc représenter cette situation de cette façon-là, en montrant que la fenêtre, la table, tout comme ça, chaque objet a une mémoire, et donc il y a un phénomène de relation qui va s'opérer. Quel type d'information on a? Bon, c'est globalement une information qui concerne la vie propre de l'objet et l'autre qui concerne sa lignée. Alors, je reprends quelques slides quelques éléments de Desforges que vous connaissez tous ici, puisqu'en plus, rendons-lui hommage. Et c'est assez intéressant parce que c'est la notion de chaîne opératoire qui est aussi décrite. Donc, c'est des perceptions qui sont hiérarchisées dans le temps et effectivement qui fait la construction, la vente, l'utilisation. Et le problème c'est qu'il y a des accidents, donc il n'est pas seul et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a, mais c'est pas forcément ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que si vous percevez ceci, automatiquement, vous percevez ceci et vous percevez ceci. C'est-à-dire que chaque objet que vous percevez s'inscrit dans une temporalité qui est celle de la chaîne opératoire. Donc il y a, vous voyez tout de suite sur quoi on va déboucher, sur évidemment la proposition de Simondon. Donc, et on peut même aller plus loin, que cet objet n'existe que si on a ça et si on a ça. Donc, l'objet n'a pas d'existence en dehors de la chaîne opératoire. Mais ça, donc, cette temporalité, c'est celle de la raison d'être de l'objet. Mais il existe une autre temporalité, c'est celle de la lignée à laquelle il appartient et la place qu'il y occupe. Donc, c'est la dimension phylogénétique, qui est classique, c'est-à-dire que voilà une lignée de voitures. Pourquoi lignée? Parce qu'elles ont toutes le même objectif et elles fonctionnent tous selon le même principe technique. Donc ça aussi, c'est des voitures à explosion, c'est pas des voitures électriques. Et donc, on voit qu'il y a, effectivement, nous on est là, et qu'il y a des bureaux d'études qui sont en train de travailler sur ce modèle-là. Il n'existe pas encore, mais donc on voit bien le potentiel structurel de l'objet puisqu'il permet de se projeter
dans un futur qui n'est pas celui encore de la fabrication de l'objet. Donc nous on est là, et si je vous demande quelles sont les voitures des années 80-70, bon pas tous parce que manifestement vous n'avez pas tous lu Rahan, mais un certain nombre d'entre nous diront il y a la 4L, c'est intéressant. Avant que tu roules en 2 roues, tu roulais en 4 roues. Quelles sont les voitures que tu as utilisées? Ouais. Bah, 2 chevaux, par exemple, elle n'était pas là. Non, parce que j'ai préféré mettre la Dauphine, c'était plus... Voilà. Bon. Mais chacun peut trouver son époque à ce niveau-là. Et sur un plan individuel, voilà... voilà une photo de famille, voilà l'ancêtre et un des ancêtres. Comme je suis un peu machiste, j'ai oublié la grand-mère, j'ai mis que le mâle. Mais on voit bien que nous, on va percevoir cela, et la mémoire épiphylogénétique, d'une manière, c'est l'ensemble de cela. Alors, bon, évidemment, c'est plutôt le futur que le passé, mais j'ai pas voulu mettre des squelettes en périphérie, mais on pourrait. Alors, là, c'est un autre élément pour nous, technologues en préhistoire, de l'importance de Simondon, c'est que l'objet constitué ne peut s'appréhender qu'à travers sa genèse, non pas celle de son existence matérielle, mais celle de son existence en devenir. Tout objet est donc à la fois le résultat d'une individuation, c'est-à-dire d'une individualité propre et un devenir individuant. Ainsi, la compréhension d'un objet doit se faire à partir des critères de la genèse pour définir l'individualité et la spécificité de l'objet technique. L'objet technique individuel n'est pas telle ou telle chose donnée hic et nunc, mais ce dont il y a genèse. Ça, c'est la deuxième phrase quand j'ai lu ça, je veux dire, parce que par rapport à la discussion d'hier soir, voilà, ça a été la porte ouverte à la compréhension. C'est-à-dire que la connaissance de cet individu va en passer par la connaissance de l'ensemble de sa temporalité. Donc on revient la mémoire du sujet, globalement, donc le schéma génial de notre ami Bergson. Et en termes préhistoriques, un objet, comme celui que je vous ai montré, ben, ça peut se matérialiser de cette façon-là. C'est-à-dire que mon objectif est de produire donc des vêtements fashion, et pour réaliser, j'aurais pu la mettre blonde, ça aurait été terrible. Mais voilà, et voilà l'ensemble des connaissances, voilà le cycle de connaissances nécessaires, donc la mémoire que contient cet objet, ou en tout cas une partie. Cet objet nous renvoie à ces connaissances-là, et elles sont que d'ordre matériel, elles ne sont pas d'ordre spatial, évidemment, parce que je ne peux pas l'acquérir de cette façon-là. Elles ne sont pas d'ordre symbolique, évidemment, parce que je n'ai aucun discours sur cet objet, mais c'est déjà pas mal en termes d'information. Acquisition, parce qu'il faut évidemment aller le chercher. Technique de chasse, type d'outils de chasse, mode de production de ces outils, le savoir-faire, technique de chasse, réalisation des outils. Donc il y a à la fois, chaque fois, connaissance et savoir-faire. Connaissance, une fois que vous l'avez acquise, le traitement de la peau, connaissance et savoir-faire. Une fois que vous avez la peau, la confection de l'habit, connaissance et savoir-faire, et ainsi de suite. Et donc, c'est cette mémoire, donc cette espèce de cône, c'est ça. Bon, pour nous, préhistoriens, puisque nous n'avons pas d'éléments du langage, nous n'avons rien d'autre que des faits matériels, mais ces faits matériels nous ramènent à un cycle de transformation et d'utilisation. Bon, mais ça, c'est bien gentil, mais maintenant, la réalité archéologique, c'est ça. La réalité archéologique, c'est ça. C'est que si je reprends, évidemment, ce cône, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on pourrait mettre ici 1950, ceux dont la grande majorité de la vie s'est faite au XXe siècle, on a encore un cône complet. On aurait pu mettre ici génération 2010, et le cône, il commence à être effrité en termes de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'informations techniques dans des objets de type classique.
demandez à quelqu'un de votre génération d'affûter cet objet. Vous allez voir. Vous allez voir. Ce n'est pas un défaut parce que vous avez d'autres connaissances. Attention, que nous, on n'a pas. Hein. Il y a une espèce de passage. Bon, bref. C'est que actuellement, a priori, nous sommes tous capables de reconnaître cet objet. Je le mets sur la table. Vous allez me dire, ah, ben ça, c'est ce machin, ça, c'était le matériau, nanana, ça se fait comme ci, comme ça. Bon, vous avez une connaissance un peu parcellaire. Mais vous pouvez, avec Wikipédia ou avec Internet, retrouver l'ensemble de l'information concernant cet objet-là. Quand on recule un peu dans le temps, et ça c'est intéressant, vous avez des objets, des cônes qui commencent un peu à être mités. Et j'ai mis des points blancs et des points bleus, c'est-à-dire que les points bleus, c'est une mémoire, donc globalement, vous enlevez le blanc et le bleu, vous mettez qu'une seule couleur, on va voir que c'est une mémoire qui est parcellaire. Mais cette mémoire parcellaire, elle peut, et on le verra, être reconstituable, par exemple par l'ethnographie, par l'analogie, par un certain nombre de méthodes qui vont nous dire, bon, alors, on va combler certaines lacunes. Donc, on va pouvoir avoir un discours qui va porter sur le comportement, puisqu'il y a une certaine identification, avec un doute certes, mais il y a une possibilité d'identifier l'objet. Et puis, vous avez des objets, paf, où là, c'est terminé. La mémoire ethnologique, je dirais, a complètement disparu, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Et souvenez-vous, la première diapo où je vous ai montré donc un panel d'objets différents et vous pouvez les classer en fonction de leur forme, mais absolument pas en fonction de leur sens technique, fonction et fonctionnement. Donc, nous, en termes de préhistoriens, nous sommes, en fonction de la période sur laquelle nous travaillons, confrontés à cet objet-là, à cette situation-là. Et globalement, cette situation, elle démarre à partir de 3,5 millions jusque globalement à 35 000, en tout cas pour le bassin méditerranéen. Et pour l'Asie, par exemple, elle perdure jusqu'à 9 000, 8 000 ans, avec les premiers signes de la néolithisation qui ont effectivement un référent pour nous. Donc, ça, c'est là, entre le blanc et le bleu. Donc, mémoire parcellaire et mémoire reconstituable en partie. Ça, c'est la situation, parce qu'on va pouvoir s'en tirer. Et le roi Gourand était dans cette situation, Charles. Il était dans cette situation-là. Donc, on peut faire, et Pincevent, c'est ça. Voilà, avec des possibilités, à la fois le sens, certains objets sont connus, d'autres moins connus, on peut partiellement effectivement leur redonner du sens, et puis leur relation avec les éléments, les autres éléments, permettent aussi d'accéder à un sens plus important. Nous sommes confrontés à cette situation-là. On a l'objet et on sait que cet objet est porteur d'une mémoire épiphyllogénétique. Il y a deux positions qui vont être adoptées sur un plan historique face à ces situations. Vous avez trois. La première position, c'est la position anglo-saxonne. Et je l'ai vécu personnellement puisque j'étais en train de parler de cailloux dans un colloque et puis il y a un Américain célèbre qui se lève vers moi et qui dit « Mais tes cailloux, ils sont morts. On ne peut pas faire parler un mort. » Et je lui dis « Si. On a des gènes. » Bon, là, on était dans un dialogue de sourds. Mais voilà la situation. Et donc, ce qui est important pour eux, c'est qu'on va donner du sens à l'objet à travers ces relations. D'où la notion de l'utilisation de la chaîne opératoire par les anglo-saxons, les matières premières, parce qu'en ça, on a de l'information. Donc, on a le cône d'information sur les matières premières. Et on va pouvoir faire, en couplant avec l'espace, bon, avec le déterminisme, et ainsi de suite, on va pouvoir redonner un sens. Et d'où l'importance de l'hypothèse, des hypothèses, dans ce schéma, effectivement, ou en tout cas, à quel niveau on va faire intervenir les hypothèses. Et c'est les hypothèses qui vont donner cette espèce de mouvement et de test relationnel. Ça, c'est une des grandes différences avec nous. Et nous, on va effectivement, dans l'école que l'on a, essayer de redonner, donc, on va essayer de passer de l'absence au comté, ou au gruyère plutôt, donc essayer de reconstituer une partie de la mémoire. Et là, il y a eu deux temps historiques. Il y a eu le temps d'autrefois, où ce schéma résulte bien. Le problème que l'on a, c'est que, imaginons qu'on puisse redemander aux hommes de la préhistoire ce que c'est, il vous dira plonk, et puis vous allez en comprendre pas grand-chose parce que vous ne parlez pas le même langage, et puis nous sommes là, et on va dire, ah bah c'est une pointe.
Et donc, là, c'est typique, ce qui est ce qui doit être. Et ça a été le phénomène donc, de classification qu'on a vu arriver en préhistoire, quelles que soient les classifications, bordiennes, laplaciennes, loraguraniennes et d'autres étrangères. Elles s'inscrivent dans une comment je dirais, dans une histoire. Hein. C'est un moment de l'histoire. La question, donc, ça va être de se poser donc cette question, comment reconstituer cette mémoire, autrement que les deux autres façons qui ont été présentées, afin d'arriver à obtenir de l'information. Et donc là, on va faire donc intervenir 4 niveaux de lecture différents, un niveau technique, un niveau technologique, un niveau technologique. Donc le premier, c'est le logos, le deuxième, c'est le logica, le troisième, c'est le pardon, et le dernier point, qui est l'historique. Donc on va faire intervenir ces 3 niveaux-là, de façon très schématique. La lecture technique, elle répond aux questions du comment fait et du pourquoi fait. L'analyse productionnelle, donc comment cet objet a été produit. L'analyse technofonctionnelle, c'est pourquoi il a été produit. La lecture technologique, elle va rationaliser les connaissances et savoir-faire empiriques. Elle met en perspective comparative la diversité des options techniques. Donc c'est un discours extérieur à l'objet. Donc ça, c'est le discours du technicien. Ça, c'est un peu le discours de l'ingénieur, si vous voulez. La lecture technologique, elle rencontre des modalités évolutives des outils et des modes de production. Elle met en évidence des lois d'évolution structurelle. Et là, on est effectivement dans les étonnements que l'on a pu voir. Et ces étonnements vont trouver leur réponse à travers cette approche technologique. Et puis vous avez le dernier élément qui est le plus fondamental, celui qui nous intéresse, c'est la lecture historique des faits. Et vous vous rendez bien compte, et sujet de discussion qu'on a encore eu hier soir, est-ce que plus on va aller dans l'ancien, plus cette lecture historique des faits est possible. Or, si vous avez tous vu l'Odyssée de l'espèce, le film de Coppens, vous l'avez tous vu? Bon, bah vous avez tort parce que vous auriez appris que la fameuse Lucie, elle est morte enceinte, abandonnée par son compagnon Homo habilis, parce qu'elle ne savait pas nager, donc en voulant traverser la rivière, elle s'est noyée et que ses autres copains étaient en face et n'ont pas pu la secourir. Donc vous voyez, je veux dire, à un moment donné, vous me voyez raconter la théorie quantique de cette façon-là. Ouais. Non, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Mais bon, ça, c'est pas grave parce qu'après, c'est de la technique. La lecture technologique, c'est celle qui est la plus importante. Elle sera capable de rendre compte d'universaux. Je vais essayer d'aller, pour finir à l'essentiel. C'est ça. Et donc, on va se mettre à travailler sur ce qu'est un objet. Donc on va revenir à des concepts fondamentaux. Et un objet, qu'est-ce que c'est? Voilà, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un objet. On va faire appel donc aux travaux, disons, à la mémoire artisanale. Un objet, c'est une partie préhensive, une partie transmettrice de l'énergie, un contact transformatif, et une partie transformative et un contact transformatif. N'oubliez pas que des fois on achète des couteaux qui ne coupent pas. Et donc, il faut bien dissocier la partie transformative de la partie du contact transformatif. On fait introduire aussi donc, la perception ergonomique des contraintes, donc avec le schéma de Rabardel, en positionnant que l'artefact il est associé à un schéma d'utilisation, et nous, en préhistoire, on est obligé d'introduire la notion d'énergie. On a l'énergie, parce qu'on peut avoir l'énergie manuelle, c'est-à-dire préhension à main, préhension avec un intermédiaire, préhension avec un manche, et donc à partir de là, on ne développe pas les mêmes niveaux d'énergie. Donc c'est un élément qu'on doit, sur le temps long, introduire. Et qu'évidemment, après, on va travailler sur comment se constitue un artefact dans sa relation avec la matière d'œuvre, le sujet et dans l'environnement, en dissociant évidemment l'objet tel qu'il se donne et l'objet tel qu'il doit être dans son fonctionnement. On va introduire la dimension technique, donc l'approche, je dirais, artisanale
dans la dimension de l'artefact. Et à partir de là, on va... Donc ça peut se présenter de cette façon-là. Voilà, on a cet outil-là. Et donc, on va interroger l'objet pour pouvoir, non pas forcément le comprendre, mais mettre en évidence. Donc ça, c'est des choses qui sont plus compliquées à apprendre. Et puis, on va se rendre compte que les objets, eh ben, ils vont, dans le temps, subir une évolution. Et que chacune de ces parties, au début, sont vécues de façon additionnelle. Donc, on peut avoir une évolution indépendante et que l'évolution portant sur la partie transformative n'entraînera pas d'évolution sur nanana. Et puis, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on va aller vers la fin des objets, on arrive sur ce qu'on appelle des objets intégrés et que toute transformation de la partie transformative nécessite à ce moment une réorganisation de la partie préhensée. Donc, tout est absolument lié. Et dans certains cas, vous ne pouvez plus toucher à l'ensemble. Ça, je vais passer. Je vous ai dit que c'était extrêmement long. C'était fait exprès, hein, c'est n'ayez crainte. J'ai juste illustré, donc j'ai besoin de 5 minutes, pas plus. J'ai juste illustré un objet de type additionnel. On se rend compte que ici, ce que j'ai mis en vert, c'est le contact transformatif. L'analyse technique des angles, des différents plans que constitue la linéarité de la ligne du tranchant. Bon, il y a globalement deux catégories d'objets. Ça, c'est similaire à ça, ça, c'est similaire à ça, ça, c'est similaire à ça, ça, c'est similaire. Voilà. On voit qu'il y a... Et puis, il y a un groupe d'objets qui est celui-ci et celui-ci, et celui-ci là-bas, qui sont différents. Mais ce qui est important, c'est qu'on a une normalisation de la partie du contact transformatif, et on voit bien que si on introduit la partie préhensée, entre guillemets, elle est extrêmement variable pour une même catégorie d'objets. C'est se représenter sous cette espèce de schéma où le tranchant est systématiquement identique et que le support au dépend duquel est fait le tranchant sont différents, c'est-à-dire partie transmettrice de l'énergie et partie préhensive différentes. Et puis vous allez voir une autre catégorie d'objets où on va voir que ces supports vont faire l'objet d'un travail qui est beaucoup plus global, et on se rend compte qu'à chaque fois, donc, c'est des éléments qui vont prendre en compte l'ensemble de l'objet. Alors le rouge c'est le contact transformatif, le vert c'est la partie transformative et l'orange c'est la partie préhensive. Et on voit donc qu'on arrive à l'objet par un travail relativement important et qu'on investit aussi bien dans la partie préhensive que dans la partie transformative. Là, c'est une autre catégorie d'objets où on voit que là, l'objet est complètement... L'éclat de départ est complètement repris. Et donc, ce n'est pas la quantité d'enlèvements qui est importante, c'est effectivement la fonction des enlèvements et le lien qui va s'opérer avec, je dirais, l'ordonnancement dans le temps de ces différentes parties qui vont démontrer du caractère intégré. Mais il y a des civilisations qui ont trouvé une autre solution, qui est celle de modifier, non pas l'outil, de fabriquer l'outil à partir d'un support que l'on va aménager ou pas, mais on va transposer l'idée de l'outil dans la production. C'est-à-dire que l'outil va être est constitué donc d'un support qui est déjà en partie l'outil et que ce qui manque sera rajouté, mais on a de l'outil dans le support. Et pour montrer donc un type d'analyse, notre qui va vous montrer, voilà, c'est qu'ici, on va montrer que le support, c'est ce qui est représenté en vert et en orange, c'est que déjà il y a de la partie transformative et de la partie préhensive, et vous remarquez la similarité, ce qu'on appellera des lames. Donc on a déjà une régularisation dans la fabrication du support, et ici, on va rajouter de la confection pour la partie préhensive, et on va effectivement aménager le contact transformatif. Et donc là, on voit que une partie du support, on a une normalisation du support qui va s'opérer. Donc on va avoir une modification des modes de production qui vont permettre d'accéder à ce type d'objet.
Après, le Levallois que vous avez pu voir, le Levallois c'est ça, c'est qu'il n'y a même plus à mettre du vert, du rouge, des trucs comme ça, c'est des objets totalement intégrés, ils ne sont pas retouchés, et les choses en noir, c'est du bitume naturel qui a été retrouvé sur les objets, c'est-à-dire qu'en plus, c'était des objets qui étaient emmanchés, et donc on est à la normalisation extrême, on a les chaînes de production complètement automatisées qui apparaissent à ce niveau-là. Donc, et puis on pourrait même pousser un peu plus loin, introduire la notion d'emmanchement, puisqu'on voit que ces objets, vous voyez là vous avez le bitume qui est attesté, on peut même donc parler de la partie emmanchée, et donc on est dans une autre dimension technique qui va nous déboucher, sur du geste, sur des énergies différentes. Je vais passer sur le phénomène bifacial. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on voit bien que dans un premier temps, le passage d'objets archaïques à objets évolués en passe par une modification du support, de l'éclat, pour lui donner les critères